Nous sommes toujours dans le cadre de la réflexion philosophique, mais nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 2 consacré aux grandes interrogations de la philosophie. Non pas qu'il y ait de petites interrogations en philosophie, mais elles sont grandes en ce que chacune d'entre elles peut porter toute la philosophie. Pour prendre en charge cette question des grandes interrogations philosophiques, nous allons organiser notre propos autour d'une introduction qui prendra en charge le problème qui va nous préoccuper ici et qui indiquera la démarche à suivre pour résoudre ce problème. Nous aurons une première partie dans laquelle nous allons présenter les grandes interrogations philosophiques que sont la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. Dans un second moment de notre réflexion, il s'agira ici de dégager la finalité de la philosophie, mais une finalité cette fois-ci qui découle des grandes interrogations philosophiques. Suite à cela maintenant, nous allons dans la conclusion présenter le bilan de l'analyse pour répondre à la question que nous nous sommes posée dans l'introduction. Alors, commençons par introduire notre propos en posant le problème. Position du problème. Pour rappel, dans le chapitre précédent, consacré à la question des origines et de la spécificité de la philosophie, nous avons compris, parce que la question qui nous préoccupe toujours, c'est la question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Dans ce chapitre, nous avons étudié la question qu'est-ce que la philosophie sous l'angle de la discipline en tant que mode de connaissance. Au sortir de cette réflexion, nous avons retenu que la philosophie, dans sa vocation originelle, elle est une volonté de construire une pensée rationnelle et critique du monde. Et c'est cela que nous avons retenu comme définition. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette fois-ci comment ce mode de connaissance s'investit dans la réalité, plus exactement à travers ces grandes interrogations philosophiques. Voilà pourquoi nous disons cette pensée rationnelle et critique va se construire autour de ces trois grandes interrogations que sont la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qu'elle recouvre, que recouvre chacune de ces grandes interrogations pour qu'elles nous intéressent dans la question de la définition de la philosophie. Une fois que nous avons fini de poser le problème, maintenant il nous faut indiquer la démarche à suivre pour résoudre le problème. Comment allons-nous procéder? Dans la première partie de notre travail, il s'agira pour nous d'étudier les différentes interrogations pour savoir ce qu'elles sont. Nous commencerons donc par l'interrogation métaphysique, ensuite l'interrogation anthropologique et enfin l'interrogation axiologique. C'est cela donc qui va constituer la première partie de notre travail. Une fois qu'on aura terminé cette étude-là, il s'agira dans un second moment de l'analyse, étudier la finalité de la philosophie. Parce qu'il faut le rappeler, ce qui nous intéresse, c'est la question qu'est-ce que la philosophie? Et la question qu'est-ce que la philosophie? Pour y répondre, on peut s'intéresser à l'objet de la philosophie, on peut s'intéresser également à la méthode de la philosophie, on peut enfin s'intéresser à la finalité de la philosophie. Donc ici, nous allons considérer la question de la finalité, mais une finalité qui va découler de l'étude que nous aurons menée de ces grandes interrogations. Comme nous l'avons dit dans notre démarche, nous allons donc commencer par la première partie de notre réflexion où il sera question d'étudier, de présenter les grandes interrogations philosophiques. Dans cette présentation, nous allons commencer par l'interrogation métaphysique. Alors, comment allons-nous procéder pour présenter
l'interrogation métaphysique. Notre plan, nous l'avons élaboré comme suit. Dans la première partie, il s'agira pour nous de définir la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique? Dans un second moment de notre réflexion, nous allons donc analyser la définition. Comme nous l'avions fait dans le chapitre 1, à chaque fois que nous avons fini une définition, nous procédons à l'analyse de cette définition. Et enfin, dans la troisième partie, il s'agira pour nous de dégager tout simplement le programme de la métaphysique qui va ici, si l'on veut, présenter la synthèse de l'étude que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que la métaphysique? Pour définir la métaphysique, on peut déjà s'intéresser au sens primitif du mot. Originairement, le mot métaphysique était un terme tout simplement classificatoire. C'est un terme qui a été inventé par un doxographe, un bibliographe du nom de Andronicus de Rhodes, qui, ayant entre les mains les œuvres d'Aristote, il a voulu les classer. Donc, quand il a fini de classer les œuvres d'Aristote qui parlent du monde et de la nature, donc de la physique, il a vu qu'il y avait une autre catégorie d'œuvres qui ne parlent ni du monde ni de la nature. Et donc, il a dit, après avoir groupé la première catégorie, c'est-à-dire les œuvres de physique, viennent ensuite les autres œuvres qui ne traitent ni de physique, ni du monde, ni de la nature, c'est-à-dire qui ne traitent pas de physique. Mais en regardant de très près, on se rend compte qu'en réalité, ces œuvres qui viennent après les œuvres qui traitent de physique, ces œuvres-là traitent d'objets assez particuliers. C'est la raison pour laquelle il va y avoir un glissement. Métaphysique va désigner au-delà. Parce que la métaphysique va s'intéresser à des sujets d'étude qui ne pouvant faire l'objet d'une expérience sensible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les objets de la métaphysique ne sont pas des objets perceptibles. On ne peut pas les appréhender au moyen des organes des sens. Ce ne sont pas des objets que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut entendre, etc. Voilà pourquoi nous avons dit le mot métaphysique désigne les sujets d'étude ne pouvant être objet d'une expérience sensible. Mais la métaphysique, lorsqu'on la considère en tant que discipline, elle renferme deux branches fondamentales. La première branche de la métaphysique va s'intéresser à des réalités métaphysiques. Donc, la métaphysique comme la branche qui s'occupe des réalités métaphysiques. La deuxième branche de la métaphysique, c'est la métaphysique en tant qu'elle est la science des fondements de la connaissance et de la certitude. Donc, voilà les deux branches fondamentales que nous avons dans la métaphysique. Une fois qu'on a terminé la définition, ce qu'il convient maintenant de faire, c'est de procéder à l'analyse de cette définition. Donc, nous allons prendre la première branche de la métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique comme science des réalités métaphysiques. Qu'est-ce qu'on va retenir comme élément d'analyse? Premièrement, lorsqu'on parle de la métaphysique comme science des réalités métaphysiques, il ressort de cette définition que la métaphysique considère qu'il y a un ordre ou une catégorie de réalités qui échappe à toute possibilité de connaissance par expérience sensible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la métaphysique, on considère qu'au-delà des objets qui sont perceptibles dans ce monde physique, il y a à côté de ces objets que l'on peut appréhender par les sens, il y a d'autres catégories d'objets que nous ne pouvons pas appréhender par les sens. Parmi ces objets, on peut citer par exemple Dieu. On ne peut pas percevoir Dieu.
Autrement dit, Dieu, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas non plus le voir, on ne peut pas le toucher. Ou bien l'âme, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher. Donc c'est pourquoi on dit, on considère qu'il y a une autre catégorie de réalité. Par exemple, à côté de mon téléphone que je peux toucher, ou bien de la sonnerie que je peux entendre, il y a d'autres catégories de réalité que je ne peux pas appréhender par mes sens. C'est la première idée qui ressort de la définition que nous avons donnée de la métaphysique. La deuxième idée qui ressort de cette définition et qu'on peut retenir comme point d'analyse, c'est que ces réalités ne sont connaissables que par le moyen de l'intellection pure, par la seule raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Si donc les sens sont inaptes à nous faire connaître ces réalités, parce que aussi en l'homme il y a plusieurs facultés par lesquelles il peut appréhender le monde. Donc les sens nous permettent de connaître le monde. La raison également nous permet de connaître le monde, ou encore le cœur. Mais en mettant de côté, en évoquant les sens, donc en évoquant la connaissance sensible dans la connaissance de ces réalités métaphysiques, la métaphysique considère que ces réalités qui ne sont pas connaissables par les sens, il n'y a que la raison seule qui peut nous permettre de connaître ces réalités. Et d'ailleurs, cela transparaît à travers le propos de Descartes, lorsqu'il dit « La métaphysique est la connaissance de Dieu et de l'âme par la raison naturelle, par la lumière naturelle ou raison au bon sens. » Donc, on connaît Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche à connaître de Dieu? On cherche à connaître l'être de Dieu, par exemple, les attributs de Dieu. On cherche également à démontrer l'existence de Dieu, mais au moyen de la raison. Ça, c'est la deuxième idée qui ressort de la définition et qu'on peut retenir comme point d'analyse. Mais on peut également retenir un troisième point. C'est que la métaphysique est synonyme d'ontologie. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ontologie? Le mot ontologie a une origine grecque. Il vient du mot ontos, qui veut dire être, tout simplement, et logos, que l'on peut traduire par soit science, raison, discours ou étude. Donc, lorsqu'on parle d'ontologie, l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Autrement dit, c'est la science qui cherche à étudier les principes généraux de l'être. C'est Aristote d'ailleurs qui disait « il n'y a de science que de ce qui est général ». Donc l'ontologie, son domaine c'est ça, c'est l'être. Et on cherche à dégager les principes généraux de l'être. Au sens général, l'ontologie se pose la question de savoir qu'est-ce que l'être en tant qu'entité abstraite générale, indépendamment de ce qui est. L'être en tant que réalité ultime, qu'est-ce qu'il est? Les réponses ici sont multiples selon qu'on est chez tel ou tel autre auteur. Par exemple, chez Platon ou chez Aristote, ils ne vont pas donner la même réponse. Donc l'interrogation consiste à savoir qu'est-ce que l'être au sens général du terme. Mais au sens particulier, nous dit Auguste Comte, la métaphysique cherche surtout à expliquer la nature intime des êtres. Autrement dit, lorsqu'on prend les êtres, on cherche à savoir ce qu'ils sont réellement, quelle est leur essence, au-delà de leurs multiples formes, au-delà de la contingence, au-delà de leur apparence multiple, au-delà du changement. Qu'est-ce qui les caractérise fondamentalement? Qu'est-ce qui les détermine? Ou alors, quelle est l'origine des choses? Quelle est la destination? Où vont les choses? Quelle est leur finalité? Le mode essentiel de production de tous les phénomènes. Cela également, on peut le retenir comme analyse de la définition.
Un quatrième point, non moins important, qui est même particulièrement important, consiste à comprendre, suite à la définition en fait de réalité, ces objets de la métaphysique sont plus des réponses à des interrogations. Par exemple, lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on convoque Dieu, autrement dit, la question est de savoir pourquoi Dieu constitue-t-il un objet de la métaphysique. À quel moment fait-on appel à Dieu? Voilà la question ici. Lorsque, par exemple, on se pose la question de savoir quelle est l'origine du monde, le monde a-t-il un commencement? A-t-il une fin? A-t-il toujours existé? Si oui, existe-t-il de toute éternité? Ou bien y a-t-il un temps T où le monde a commencé à exister? Pourquoi est-ce que c'est précisément ce moment précis que le monde existe et pas un autre? Quel est le sens ou la raison de son existence? Quelle est donc la finalité du monde? Et d'ailleurs, ces questions qu'on retrouve aussi bien dans la philosophie occidentale que dans la falsafa, c'est-à-dire la philosophie dans le monde arabo-islamique, c'était des questions particulièrement importantes qui ont agité les musulmans de ce qu'on a appelé l'âge d'or arabique. Est-ce que le monde existe de toute éternité? Donc, c'est des questions essentielles. À partir de ce moment, lorsqu'on veut trouver une réponse, on convoque Dieu pour justifier l'ordre qui règne dans l'univers, l'harmonie qui règne dans l'univers. Mais il n'y a pas que Dieu. Par exemple, l'âme également. À l'âme correspond la question de savoir est-ce qu'elle est immortelle ou pas, par exemple. Ou bien la mort est-elle la fin ultime de l'existence? Y a-t-il une vie après la mort? L'imam Ghazali a écrit un ouvrage qu'on appelle La perle précieuse, la vie après la mort. On se pose la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Ou bien lorsqu'on meurt, la vie s'arrête ici-bas, il n'y a pas d'au-delà. Et s'il y a un au-delà, donc est-ce qu'il y a un jugement? L'homme sera-t-il jugé pour les actes qu'il a eu à poser ici dans cette vie? Donc ici, lorsqu'on regarde bien cette question, en fait, on voudrait aussi savoir si l'homme est mortel par son corps et immortel par son âme. Donc cela voudra dire qu'on considérerait peut-être qu'il y aurait une dualité en l'homme. Il y a le corps d'un côté et il y a l'âme. Donc on s'interroge, est-ce que ça a toujours été comme cela? Ou bien à un moment donné, il y a eu le corps, puis après on a insufflé une âme au corps, et que donc la mort, est-ce qu'il serait la séparation de l'âme et du corps? Donc si tel est le cas, d'où viendrait cette âme-là? Quelle est sa provenance? Donc voilà des questions que nous nous sommes posées certainement au moins une fois dans notre existence. Donc une fois qu'on a terminé cette analyse, on peut quand même s'arrêter un moment pour retenir l'essentiel. Premièrement, la métaphysique cherche à comprendre la cause première, la fin dernière et la nature intime de tout ce qui est. Donc ça, c'est un point fondamental. Un deuxième point important qu'on doit retenir de cette analyse, c'est que la métaphysique est aussi considérée comme une théologie rationnelle. Mais à la différence que la théologie telle que nous la connaissons s'appuie sur la révélation. Cela se comprend parce que dans théologie, on a théos, ça veut dire Dieu et logos, science. Donc, dans la théologie qui est l'étude de Dieu, puisque c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui parle, donc ici, on s'appuie sur la révélation. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu se révèle aux hommes. D'ailleurs, on peut l'étayer par un hadith qudsi où Dieu dit « Je fus un trésor caché, j'ai voulu être connu
et j'ai créé le monde pour me révéler aux hommes. Donc, en observant le monde, on peut connaître Dieu se révèle à travers sa création. On reconnaît un artiste à travers ses œuvres. Si donc le monde est le fruit de la création divine, en observant l'œuvre de Dieu, on peut connaître Dieu. Dieu se révèle à travers son œuvre. Deuxième point, la métaphysique, elle, se fonde sur la raison. Si la théologie se fonde sur la révélation parce qu'il y a la présence de Dieu, la présence du surnaturel, la métaphysique, elle accorde du crédit à la raison. Donc, elle fait foi à la raison, elle cherche à comprendre le monde. Cette cosmologie, elle est donc une cosmologie rationnelle. Par voie de conséquence, on dira que la théologie et la théologie rationnelle, un objet identique, c'est Dieu ou bien l'âme, mais le procédé, l'étude est différente. On ne s'appuie pas sur les mêmes choses. D'un côté, c'est-à-dire dans la théologie, on s'appuie sur la révélation, mais en philosophie, on s'appuie sur la raison. La raison que Kant appelle le seul tribunal légitime quand on est dans le domaine de la philosophie. Alors, donc nous avons terminé la première partie de l'analyse. C'est-à-dire, nous venons d'analyser la première branche de la métaphysique considérée comme science des réalités métaphysiques. Dans un second moment, nous allons analyser la deuxième branche fondamentale de la métaphysique. Cette branche, donc, c'est elle qui se constitue comme science des fondements de la connaissance et de la certitude. Qu'est-ce que la définition nous révèle ici? Lorsqu'on considère la métaphysique comme science des fondements de la connaissance et de la certitude, il y a la première chose qu'il faudra retenir. Les fondements de la connaissance. Lorsque la métaphysique s'intéresse aux fondements de la connaissance, la question que la métaphysique soulève est la suivante. À quelles conditions la connaissance est-elle possible? C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui permettent de dire qu'on peut véritablement connaître une chose? Donc, il y a ici en filigrane un problème fondamental qui se pose. C'est le problème de la vérité. Quand est-ce que je peux dire réellement que je connais une chose? Chez Aristote, par exemple, il évoque les 4 causes. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. La cause matérielle, c'est lorsqu'on se pose la question de savoir quelle est la matière à partir de laquelle l'objet a été créé. Par exemple, prenons ce bâtiment, la classe. De quels matériaux avons-nous besoin pour construire cette classe? Donc, la cause matérielle renvoie aux matériaux, à la matière. Quelle est la matière à partir de laquelle la chose a été fabriquée? La cause formelle, c'est l'idée. Par exemple, si l'on parle du bâtiment, quel est le plan? L'idée que j'ai dans ma tête, le plan du bâtiment. Parce qu'avant de construire le bâtiment, il faudrait déjà que je l'ai dans ma tête, que j'ai l'idée de bâtiment dans ma tête, que j'ai le plan dans ma tête. D'ailleurs, de ce point de vue, c'est ce qui fait dire à Karl Marx que les animaux ne travaillent pas. Parce que quand l'être humain travaille, avant de réaliser le travail, il conçoit l'idée d'abord dans la tête. Comme il parle de l'architecte, avant de réaliser le bâtiment, il conçoit d'abord l'idée dans la tête. Donc quand on parle de cause formelle, c'est-à-dire l'idée qu'on a déjà de ce qu'on va faire. Donc ici, quand on parle du bâtiment, c'est le plan du bâtiment que l'on conçoit mentalement. La cause efficiente, c'est le principe actif, hein, qu'on peut appeler également la cause matrice ou motrice. Donc ici, c'est les agents qui font que la chose se réalise. Lorsqu'on parle par exemple du bâtiment, ce sont les ouvriers, les différents ouvriers
qui vont agir pour rendre effectif le bâtiment, pour la réalisation concrète du bâtiment. La cause finale, c'est peut-être la cause la plus importante, c'est-à-dire le but, la finalité, ce pourquoi la chose a été créée. Donc quand je dis je connais, quand je pose la question à quelles conditions une connaissance est-elle possible, quand est-ce que je peux dire réellement que je connais, la réponse que propose Aristote, c'est celle-là. Bien entendu, même si Aristote a influencé énormément les auteurs de l'histoire de la philosophie, mais on pourrait voir des réponses autres ailleurs. Deuxième point qu'on peut retenir de l'analyse, là-bas nous avons parlé des fondements de la connaissance, ici il est question des fondements de la certitude. Donc je connais une chose, mais quand est-ce que je peux dire que j'en ai une connaissance certaine? Voilà pourquoi nous posons la question, à quelles conditions pouvons-nous avoir la certitude de posséder la vérité? Quand est-ce que je peux dire que ce que je pense être la vérité, c'est vraiment sûr? Est-ce que cette connaissance que j'ai et que je pense qu'elle est vraie, est-ce que je pense qu'elle est vraie parce que simplement je convoque un argument d'autorité, ou bien le vrai doit pouvoir répondre à un certain nombre de conditions sans lesquelles je ne peux pas dire que je suis en possession d'une vérité certaine? On peut donner ici l'exemple de Descartes avec le doute. Descartes dit, mon doute, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, mon doute est différent du doute sceptique, parce que chez les sceptiques, il y a une suspension définitive du jugement, parce que pour les sceptiques, eux, l'esprit humain est incapable d'accéder au vrai. En revanche, Descartes dit, moi, mon doute est une méthode. C'est une méthode d'investigation. C'est une méthode qui me permet d'accéder justement à une vérité certaine. Donc, à quel moment je peux dire que je détiens la vérité, une vérité certaine, c'est-à-dire une vérité indubitable? C'est lorsque, au sortir du doute, que cette vérité à laquelle j'accède soit une vérité indubitable. Et donc, voilà pourquoi nous disons est vrai ce qui apparaît à l'esprit de manière claire et évidente. Donc, l'évidence est un critère de vérité. Descartes dit, elle doit apparaître à un esprit de la manière la plus évidente, à un esprit pur et attentif. Donc, lorsque je laisse mon esprit, il est désencombré, rien ne le perturbe, donc cet esprit voit la vérité avec clarté, voit la vérité avec évidence. Il n'y a plus possibilité d'en douter. Donc, nous avons terminé, du moins avec ce premier point. Nous poursuivons toujours l'analyse de la définition de la métaphysique comme science des fondements de la connaissance et de la certitude. Alors, dans le troisième point, ce qui va nous préoccuper, c'est en fait l'objectif de cette quête. Qu'est-ce qu'on recherche avec une telle quête? Donc, avec une telle quête, on comprend que le principe explicatif de tout ce qui est, l'équation générale de l'univers, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Quelle est l'équation générale de l'univers? Si l'on peut dire, quel est le secret que renferme l'univers? Donc ça, c'est important. Le philosophe, nous dit Aristote, est celui qui possède la totalité du savoir sans en avoir la science de chaque objet en particulier. Donc, en réalité, la connaissance du philosophe est une connaissance globale. Ce n'est pas, le philosophe ne va pas morceler l'être en des parties comme on le verra avec les sciences. Les sciences morcellent l'être. Mais le philosophe, il prend l'être dans sa totalité. Voilà pourquoi la vision qu'il a de l'être est une vision synoptique. C'est ça que Aristote
veut nous faire comprendre. Voilà pourquoi nous avions dit il n'y a de science que de ce qui est général. Donc il ne s'agit pas de connaître chaque objet en particulier. Lorsque par exemple je cherche à connaître le triangle, je ne vais pas chercher à connaître tel ou tel autre triangle en particulier, mais je vais dégager les propriétés générales du triangle. Je vais dégager les principes généraux du triangle. La métaphysique est considérée comme philosophie première en ce qu'elle définit les conditions qui rendent possible toute autre connaissance. Donc, si tel est le cas, la métaphysique, elle est fondatrice. On comprend pourquoi Aristote l'avait considérée comme étant la philosophie première. Descartes, qui est héritier également d'Aristote, on comprend pourquoi, dans un ouvrage d'ailleurs qui révèle tout le sens de ce que nous voulons faire comprendre ici, intitulé « Les principes de la philosophie », Descartes montre que toute la connaissance repose justement sur la métaphysique. Et il prend comme métaphore la métaphore de l'arbre. À travers un arbre, nous avons les racines, nous avons le tronc et nous avons les branches. Selon Descartes donc, l'on voit l'arbre qui constitue une totalité. Le savoir est un système global à l'intérieur duquel la métaphysique constitue le fondement. Donc, les racines de l'arbre qui soutiennent l'arbre, ce sur quoi repose l'arbre, c'est exactement la même chose avec la métaphysique. La métaphysique est le fondement de toute la connaissance. Et c'est très clair, parce que si la métaphysique est une science des fondements, aucune connaissance ne peut être fondée, ne peut tenir sur le faux. Donc la connaissance, pour qu'elle puisse tenir, il faudrait qu'elle ait un fondement solide, et c'est cela que la métaphysique offre à la connaissance tout entière. Alors, nous avons défini la métaphysique, nous avons fait ressortir la quintessence de cette définition à travers l'analyse que nous avons menée. Dans la troisième partie, comme nous l'avons annoncé, il s'agit de voir maintenant le programme de la métaphysique. En réalité, lorsqu'on parle de programme de la métaphysique, c'est une sorte de conclusion de tout ce que nous avons dit de la métaphysique. Alors, pour le savoir, on peut se fonder sur le propos de André Lalande, qui dit ceci: être l'œuvre de la raison, non de la révélation ni de l'expérience. Donc, si vous avez bien suivi le cours, vous devez comprendre ici que la métaphysique est l'œuvre de la raison. Comme je l'ai expliqué à travers l'homme, il y a plusieurs manières de connaître. On peut connaître par la raison, on peut connaître par la révélation, on peut connaître par l'expérience. Mais la métaphysique, elle exclut, parce que aussi elle est philosophie. La philosophie est une volonté, avons-nous dit, une volonté de construire de manière rationnelle et critique le monde. Donc si la métaphysique est une partie de la philosophie, elle est même la première forme de philosophie qui ait existé sur Terre. Donc ce que produit la philosophie, la métaphysique, doit pouvoir être l'œuvre de la raison. Donc si tel est le cas, il est normal et vrai de dire que la philosophie en tant qu'elle est métaphysique, elle exclut la révélation, elle exclut également l'expérience. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous dit André Lalande, découvrir les règles fondamentales de la pensée et par suite constituer l'ensemble des principes de toutes les autres sciences. Donc ici, la métaphysique se veut fondatrice. Elle se veut une discipline qui est au fondement de tous les savoirs. Que ce soit la physique, la morale ou autre, elle cherche toujours à fournir les fondements de la certitude que nous reconnaissons à celle-ci. Donc, si nous disons que l'être humain est capable de produire tel ou tel autre savoir, à travers son entreprise, quel est le but recherché par la métaphysique?
c'est en quelque sorte garantir, offrir une garantie au savoir. Parce que les savoirs recherchent la connaissance, donc la métaphysique leur donne les moyens d'obtenir une connaissance sûre, un savoir certain. Donc connaître le réel tel qu'il est et non tel que je me le représente, ou bien tel que je le ressens, ou bien tel que je le perçois à travers mes sens. Voilà pourquoi on a dit non à travers les apparences. Donc derrière le monde fuyant, le monde des apparences, le monde des illusions, le monde des ombres, pour reprendre l'expression platonicienne, il y a la vraie réalité qui est cachée. Voilà pourquoi on dit philosopher, c'est rechercher l'essentiel inaperçu. Donc l'être essentiel, le véritable être n'est pas apparent, le véritable être, il est derrière les apparences. Et puisque cet être est derrière les apparences, les sens sont inaptes pour le saisir, il faudrait donc la raison. Et si on a tout cela, et par suite, bien entendu, la métaphysique a la prétention également de dire le dernier mot des choses.